Avant la colonisation européenne, l'archipel des Saintes était un lieu de passage pour les Arawaks. On y trouve les traces de leur passage. Des poteries, des herminettes en conque de lambis, outils pour fabriquer des bateaux, les Saintoises. Les Saintes, ou Kara, nom donné par les Arawaks, voient la constitution de jardins dans lesquels les Arawaks pratiquent la culture du coton ou du manioc. Le témoignage le plus probant de leur passage est le village Arawaks établi à Grand'Anse, près du lagon. Ce village a été daté par les archéologues de l'université de Leyde aux Pays-Bas, du début du XIIIe siècle. Le corps d'un chef Arawak repose encore sur les lieux. L'île de Terre-de-Bas entre dans l'histoire avec Christophe Colomb qui accoste sur l'archipel le 3 novembre 1493, lors de son second voyage. L'archipel demeure cependant un territoire kalinagos jusqu'au milieu du XVIIe siècle. À cette période, les Français tentent à plusieurs reprises d'y établir des colonies. Ils y arrivent avec beaucoup de difficultés. L'archipel des Saintes constitue dès le début de la colonisation une dépendance de la Guadeloupe comme Marie-Galante ou la Désirade. C'est en 1648 que débarquent les premiers colons aux Saintes. Ils développent une petite agriculture, s'adonnent à l'élevage et la pêche. Presque rien ne les différencie alors de ceux qui sont restés en Guadeloupe. Au milieu du XVIIe siècle, lorsque la France se rend compte que le territoire de Basse-Terre en Guadeloupe est humide et tropical, ils comprennent qu'ils peuvent gagner autant de profit avec la canne à sucre qu'avec les mines des colonies espagnoles. C'est alors que l'économie des plantations prend un nouvel essor grâce à la canne à sucre, mais une île comme Terre-de-Haut est trop exiguë et aride pour les exigences de la nouvelle culture de canne à sucre. Terre-de-Haut devient désormais totalement marginale par rapport à la formation économique et sociale dominante de la région. À partir du début du XVIe siècle, elle devient une île majoritairement de blancs, créoles pauvres, appelés aussi les Saintois blancs, avec une minorité d'Afro-Saintois descendants d'esclaves et de libres de couleur. Sur place, une économie essentiellement marine est développée fondée sur le travail de petits producteurs indépendants. Terre-de-Haut ne subit donc pas le choc des bouleversements régionaux, le massacre des Grands Blancs. Les habitants, en majorité des Blancs, créoles, vivent de leur production, pêche, pois et maïs. Un intense trafic se fait aussi avec les pirates ou corsaires, qui viennent échanger les produits de leur prise et se ravitailler discrètement à la baie des Saintes. On note aussi la présence d'engagés irois, irlandais, qui travaillent dans le four à poterie de Grand'Anse. Voici les différents propriétaires saintois de poterie qui comptent à cette époque, entre 1750 et 1850. Les noms Mézard, Classe, Deher, Sainte-Marie-Griselle. C'est la venue de Jean-Pierre Fidelin, un créole originaire de Trois-Rivières à la Basse-Terre qui va donner l'essor à la poterie. Sa poterie est située à Grand-Bay. Très tôt, elle va employer 150 personnes, soit un habitant de l'île sur 4. Elle produit avant tout des formes pour les pains de sucre. Cette production est absolument nécessaire pour les habitations sucrières de l'époque. Le système de poterie de Terre-de-Bas, il y en a 3 en tout, ajouté à celui de Fidelin, qui est au centre d'un commerce intra-caraïbéen visant à approvisionner des centaines d'habitations sucrières, celles qui ne possédaient pas elles-mêmes une poterie sur place. De nouvelles plantations apparaissent, l'indigo, le café et le cacao. Terre-de-Basse produit un excellent moka dont on peut encore voir les derniers restes en divers points de l'île. Napoléon Bonaparte ne voulait que du café de Terre-de-Bas à sa table, et Louis XVIII l'imita en cela. Sont témoins de ce passé une série d'habitations montrant l'aisance des gros propriétaires fonciers, poterie de Grand-Bay, habitation Létang, habitation Leroy-Prudent, habitation Ouelche à Lens-à-Chaud, la maison des Lasserre à Cascap, ou Deyé-Capol, la Cannelière, sans compter les nombreuses ruines dont l'histoire populaire a oublié les noms de propriétaires. C'est au XIXe siècle que commence l'essor des bourgs. Les bourgs sont des petites villes. Le premier bourg de l'île est Petites-Anses, fondé en 1817 par Sainte-Marie-Griselle. Le principal habitant de l'île y fait construire la première église et dote les prêtres de biens fonciers destinés à assurer leur subsistance, ce qu'on appelle les TAP, terres curiales. Elles sont situées depuis le cimetière et couvrent une bonne partie sud du bourg. Le bourg de Grand'Anse naît, lui, de l'abolition de l'esclavage. Les bourgs se développent,
et les habitants se tournent vers une autre activité, la pêche. Les Saintois, qui étaient avant tout agriculteurs, à l'exception des activités côtières, trouvent dans les métiers de la mer une autre source de revenus. Les deux anses de Petites Anses sont bien protégées des vents dominants et assurent une liaison facile avec la capitale de l'île, Basse-Terre. Grande Anse. Elle est toute proche de Terre de Haut, qui possède sur place le minimum d'équipement qui trop souvent fait défaut à Terre de Bas. Terre de Haut est plutôt tournée vers Trois-Rivières et Capesterre, capitale politique du canton dans lequel les Saintes sont englobées. N'oublions pas les plantations de bois d'Inde qui ont donné naissance à deux distilleries, l'une à Grand-Bay, site de la poterie, et l'autre dans les années 1920, à Petites Anses d'Enfont. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.